Bonjour à tous. Dans le cadre des conférences du Pôle Culture, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Pascal Chevalier, que je remercie d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Chevalier, vous êtes donc professeur des universités en géographie à Montpellier 3 et directeur du master Espaces ruraux et développement local. Vos travaux portent essentiellement sur l'analyse des processus de recomposition des espaces ruraux en France et en Europe, et notamment vous étudiez les effets de la mise en place des programmes européens leaders dans la revitalisation des campagnes. Aujourd'hui, vous venez nous présenter une conférence intitulée « Action publique et développement rural en Europe, vers de nouveaux enjeux dans une Europe élargie ». Les espaces ruraux d'Europe centrale ont traversé, dites-vous, des transformations de grande ampleur tout au long du XXe siècle, de l'instauration du collectivisme et du démembrement des systèmes socialistes au retour de la démocratie locale au tournant des années 1990. Ils font désormais partie intégrante de l'Union européenne. 20 ans après le lancement de la grande transformation post-collectiviste et seulement quelques années après leur intégration à l'Union européenne, vous posez la question: où sont les campagnes centre-européennes? Quelles sont aujourd'hui les principales tendances à l'œuvre? Monsieur Chevalier, je vous laisse la parole sans plus tarder. Merci. Non, mais merci. Donc, merci tout d'abord pour votre invitation et ravi de venir vous présenter une partie de mes travaux, donc qui est partie des travaux du laboratoire CNRS Ardev, dont je suis membre à Montpellier. Et dans ce laboratoire, on travaille avec une entrée qui est une entrée très particulière, qui est les transformations du monde rural européen, donc avec une partie d'européanistes. Et parmi ces questions qui se posent aujourd'hui, qui ne sont pas des questions propres à 2018, mais qui sont déjà posées depuis 1990, c'est la construction de la grande Europe politique, économique, éventuellement peut-être un jour sociale, qui va de l'Europe occidentale et qui aujourd'hui s'achève sur les espaces de la frontière externe de l'Union européenne, en intégrant notamment des pays comme la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, enfin toutes ces anciennes démocraties qui ont appartenu au bloc soviétique. Alors, la question qui est posée, c'est une question qui était déjà posée au début des années 90, c'était de s'intéresser à ces espaces ruraux qui, vous allez voir avec un certain nombre de cartes, sont une situation totalement inédite dans l'Europe. L'Europe n'a jamais géré des espaces ruraux, l'Europe en tant qu'entité politique n'a jamais géré, n'a jamais appris à apprendre à gérer des espaces ruraux qui sont très différents de ceux que nous connaissons en Europe occidentale, qui ont été transformés par des révolutions agricoles, des révolutions industrielles, etc. Et donc l'Union européenne, à partir de 1990, va se trouver dans une situation qui est une situation tout d'abord purement politique. Il y a un vide qui se crée entre l'ex-Union soviétique et les espaces, en tout cas les États d'Europe occidentale, et avec la chute des systèmes communistes, hormis le début de la démocratie qui va se mettre en place, mais très difficilement. Il faut vous imaginer que la plupart des pays n'ont jamais connu vraiment une démocratie. Il y a des pays comme la Lituanie, etc., qui ont connu parfois 20 ans d'indépendance et qui sont passés pour certains de l'empire soit austro-hongrois, soit de l'empire russe, directement dans le communisme, sans passer par la reconnaissance d'une démocratie, qui tout d'un coup bascule dans un avenir totalement incertain. Et donc la question qui se pose en 1990, c'est de savoir que faire de ces pays, avec la crainte pour les États occidentaux de voir réapparaître à leurs frontières les réminiscences du nationalisme et des problématiques ethniques et économiques qui ont quand même conduit l'Europe plusieurs fois vers des conflits mondiaux, notamment dans la partie des Balkans, où là ça a été très compliqué, mais on pourrait reparler du cas des territoires des Sudètes en République tchèque, c'est-à-dire tous ces territoires dont on ne sait pas véritablement ce qu'ils font et où ils en sont. Donc le choix de l'Union européenne dès 1990 a été d'essayer de commencer à ouvrir la porte et tendre la main à ces pays qui au fur et à mesure vont commencer en quelque sorte à faire un apprentissage de l'économie, de la démocratie, etc. avec un objectif à terme, c'est de les intégrer dans l'Union européenne. Au moins dans un objectif très politique, c'est pacifier, c'est structurer des démocraties qui sont, vous verrez tout à l'heure avec les restes de ces pays-là, des démocraties qui restent même encore aujourd'hui très fragiles.
et beaucoup de minorités, beaucoup de problèmes économiques, des problèmes agricoles, etc. Alors, pour commencer, justement, c'est la situation d'intégrer des pays qui ont une histoire économique, sociale, culturelle, politique qui est très chaotique. Et ça, l'Union européenne n'a pas au début mesuré l'importance et l'Union européenne ne sait pas véritablement. L'Europe s'est construite sur d'anciennes démocraties qui ont fait le choix de rentrer dans l'Union européenne et des systèmes de démocratie qui sont extrêmement stabilisés. La France, l'Italie, même l'Espagne, à la sortie du franquisme, a déjà les structures de l'autonomie locale, des systèmes de collectivité qui fonctionnent. Dans ces pays-là, on va arriver sur une histoire qui est une histoire très chaotique et qui a à chaque fois laissé des traces. Mais à chaque fois qu'elle laisse des traces, elle va en quelque sorte compliquer la normalisation, ce que les Européens appelaient la normalisation européenne. Je ne sais pas si c'est vraiment une normalisation, mais en tout cas de rentrer dans les canons, je vous en parlerai tout à l'heure, politiques, économiques, etc., de l'Union européenne. Alors, si on regarde ces situations, ben, ce sont des situations totalement inédites. Premièrement, c'est des pays donc communistes pour la plupart qui ont connu un processus de collectivisation qui a été plus ou moins brutal, parfois violent. Mais là c'est pareil, l'Union européenne et les Européens voyaient le bloc de l'Est comme un bloc uniforme, mais la question de la collectivisation a montré des situations nationales et régionales très différentes. Comment on traite par exemple le cas de la Hongrie qui a été collectivisée à 100%, les terres ont toutes été nationalisées. Donc comment on repart à zéro, c'est-à-dire le monde où il n'y avait rien du tout et on reconstruit, je vous montrerai. Et le cas notamment de la Pologne où on avait encore 80% de propriétés privées. C'est-à-dire il y avait les grands ensembles collectivisés, mais il y avait ces petits lopins de terre qui étaient hérités d'une agriculture paysanne du 19e siècle. Donc c'est un ensemble qui est un ensemble extrêmement compliqué. Et la question du foncier et la question de la collectivisation va durablement marquer les structures spatiales et les structures territoriales de ces campagnes et des espaces ruraux. Deuxième élément, une décollectivisation au début des années 90. Alors, la décollectivisation qui se fait essentiellement avec un seul objectif dans un premier temps, c'est l'objectif économique, c'est réintégrer l'économie de marché. Alors là aussi, on va voir, le résultat, c'est tout simplement de redonner de la terre, de rétablir, ce que disait l'Union européenne, de rétablir de la propriété privée. Or là aussi, il y a un gros problème, c'est que dans certains pays, on a pu rétablir, parce que rétablir, ça demande en amont qui est déjà des propriétaires. Or, quand on connaît l'histoire politique, on se rend compte que la décollectivisation a été extrêmement difficile. Pour plusieurs raisons, certains pays avaient les anciens propriétaires qui n'étaient plus là, puisque c'était souvent des propriétaires fonciers qui ont été expulsés pendant les gouvernements communistes et qui ont fini pour la plupart, je pense notamment à la République tchèque, à la Lituanie, qui ont fini pour la plupart au goulag, sans véritablement de descendance, et des terres qui sont restées sans propriété et sans titre de propriété. Donc comment on fait? Plus grave ou plus compliqué encore, c'est le cas de la plupart des pays baltes, c'est le cas de l'Est de la Pologne, c'est le cas d'une partie de la Hongrie, de la Slovaquie. Ben, ce sont des pays qui n'ont jamais connu de leur histoire de propriété privée, puisque quand elles ont basculé dans le communisme, dans ces territoires-là, il n'y avait pas de modèle agricole avec des petits propriétaires comme l'agriculture familiale, on était sur un modèle latifundiaire, sur le modèle d'Amérique latine, autrement dit, des grands propriétaires terriens et une agriculture de salariat. Donc autrement dit, il n'y avait pas de propriété privée, c'était des systèmes de production qui étaient des grandes entreprises, pour faire simple. Et ensuite, vous avez des territoires comme la Pologne, où il n'y a pas eu besoin de faire de la décollectivisation, puisqu'il restait encore des propriétés privées, à part que c'était des petites parcelles, des petites exploitations qui faisaient à peine 1 hectare. Donc vous voyez l'écart qu'il y avait dans ces politiques de décollectivisation. Et donc, pendant toute la décennie 90, de 90 à 94, les États, poussés par l'Union européenne, qui voulait à un moment les intégrer dans l'Union européenne, le marché agricole, etc., vont lancer des grandes réformes. Tout d'abord, la première réforme, c'est donc la réforme économique. On demande à chaque pays de rétablir la propriété privée, c'est-à-dire de remettre en place de la propriété privée. Et là, vous avez les trois trajectoires.
chacun avec beaucoup de conséquences par la suite. Vous avez le cas de certains pays qui ont fait le choix, c'est le cas des pays, surtout des pays baltes, qui ont fait le choix de, non pas restituer puisqu'il n'y avait pas de propriétaire, mais de distribuer de manière égalitaire la terre sous forme d'un lot qui était de 3 hectares par personne qui en faisait la demande. Donc du coup, on a démantelé les grands kolkhozes et les grands sovkhozes, les grandes exploitations, pour en faire finalement des petits lopins de propriété privée où chacun avait un droit de propriété, un titre de propriété, avec une conséquence qui est épouvantable pour la Lituanie aujourd'hui, c'est que la Lituanie n'arrive pas à agrandir la taille de ses exploitations pour les rendre compétitives, puisqu'on a complètement morcelé. La deuxième situation, c'est le cas notamment de la République tchèque, qui a été le seul pays à aller à l'encontre de l'Union européenne. La République tchèque, c'était 95% des terres qui étaient nationalisées, et au moment de la décollectivisation, la République tchèque a tout simplement dit à l'Union européenne: nous, on ne peut pas rétablir une propriété privée qui n'a jamais existé. En plus, la République tchèque avait un autre problème, c'est que la plupart des anciens propriétaires fonciers, les grands propriétaires qui faisaient travailler des salariés, ils étaient d'origine allemande. Et ils avaient été expulsés à partir de 1945, au moment de l'arrivée des communistes. Donc du coup, la République tchèque a décidé de garder les fermes d'État ou les coopératives, je ne vais pas rentrer dans le détail des deux systèmes juridiques, en disant on ne va pas les démanteler, c'est-à-dire qu'on ne va pas découper. Par contre, comme il faut privatiser, la République tchèque va mettre en place un système d'économie agricole en part de marché, c'est-à-dire de l'industrie agricole, c'est-à-dire qu'on privatise le capital, mais par contre la terre appartient à des groupes ou à des coopératives. Et donc du coup, on garde des systèmes agricoles qui sont sans être véritablement privés, il n'y a pas de propriété de terre privée individuelle, ce sont des propriétés pour des groupes agricoles, etc., qui vont vendre des parts de marché. Et par contre, on va donner à chaque habitant du village une proportion d'actions, c'est-à-dire, je ne sais pas, ici il y a 150 hectares, chacun va obtenir un bon, un capital d'action, qui va être indexé sur le prix de ce que va faire la coopérative. Donc c'est un modèle qui est un modèle un peu particulier. Et le troisième modèle, c'est le modèle polonais, qui a fait le choix, mais parce que la Pologne était dans un modèle où il y avait déjà de la petite agriculture familiale, c'est de ne rien toucher, là où il y avait des petits propriétaires privés, quitte à faire perdurer, c'est encore le cas aujourd'hui, des formes agricoles qui datent du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Et par contre, au moment où il y avait les quelques fermes d'État ou les quelques coopératives, de les diviser comme la Lituanie, c'est-à-dire un système qui est un système de division. Donc première étape, le modèle qui est le modèle de la décollectivisation, qui est lourde de conséquences en termes de compétitivité agricole, puisque au fur et à mesure, le secteur agricole qui rentre dans la compétition de marché est totalement déprécié, parce que les exploitations sont trop petites, elles sont sous-équipées, tous les équipements des anciennes coopératives sont démantelés, et donc c'est une situation qui est une situation dramatique, voire jusqu'à parfois le développement de quelques petites famines ou de disettes dans les frontières de certaines campagnes les plus reculées. À partir de 1993, l'Union européenne va ensuite enclencher la deuxième phase, c'est les réformes institutionnelles. Alors la réforme institutionnelle, c'est apprendre à ces pays à créer une véritable démocratie. C'est des pays qui ont quasiment pour la plupart jamais connu de démocratie directe, à part la Pologne, et encore la Pologne-Lituanie, mais sinon la plupart, par exemple la Hongrie ou la République tchèque ne l'ont pas connu en tant que tel, c'était l'Empire austro-hongrois qui était la structure, et donc on va engager, ces pays vont engager de 1993 jusqu'en 2004 l'entrée officielle dans l'Union européenne pour la plupart des pays, des réformes institutionnelles, donc la création de communes, de collectivités, la décentralisation, l'autonomie locale, etc. Et donc là, vous allez avoir toute une série de refontes de maillage, de refontes d'organisation sociale, de systèmes juridiques qui vont se mettre en place, le système électoraux, qui ont normalement pour but de relancer la démocratie. La question aussi, vous verrez d'ailleurs, même aujourd'hui en 2018, la démocratie, elle se relance, mais à condition qu'elle ait déjà existé avant. Donc dans certains cas, aujourd'hui, les chercheurs ne disent plus que c'était relancer la démocratie, non, c'était apprendre à faire de la démocratie. Certains ne l'ont jamais véritablement connue. Ensuite, vous avez, en parallèle avec ces deux réformes économiques et ces réformes institutionnelles, la mise en place des programmes de préadhésion. Donc l'Union européenne va commencer à aider financièrement les espaces avec deux programmes majeurs. Le programme SAPARD et le programme phare. Pour faire simple, un qui est destiné spécifiquement à la transformation de l'agriculture pour la rendre compétitive,
et l'autre, le programme SAPARD, qui était plutôt sur le développement rural, les services, les commerces et la qualité de vie en milieu rural. L'objectif de ces deux programmes et de ces réformes était que, en 2000, alors ils étaient assez optimistes, en 2004, au moment de l'intégration de la plupart des pays, normalement, la normalisation européenne aurait dû être aboutie, économiquement, politiquement, socialement, etc. Et, vous le verrez tout à l'heure, malheureusement, quand on arrive en 2004, les écarts et les niveaux de développement et la démocratie en tant que telle est encore très très éloignée, même aujourd'hui en 2018, par rapport à ce qu'attend l'Union européenne. Et enfin, normalement, quand tout était bouclé, c'était une intégration effective de ces pays dans l'Union européenne, et ensuite, on le verra à la fin, l'apprentissage d'une nouvelle forme de développement, qui est ce qu'on appelle le développement local, qui est la phase ultime de la démocratie locale. Ce sont les gens dans les communes, dans les villages, qui vont monter des projets et qui vont progressivement se saisir des financements européens pour montrer leurs propres projets. Alors, très rapidement, quelques éléments. Alors du coup, et après je vous montrerai ce que ça donne, du coup, aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques de ces pays d'Europe centrale? Alors vous avez la phase, le côté pile de la pièce, c'est-à-dire celui de la convergence. Alors effectivement, depuis 1990 à aujourd'hui, on a trois éléments finalement où il y a eu une convergence qui est quand même majeure. La gestion politique et les modes de gouvernance. Alors, je le dis maintenant, peut-être que je le dirai un peu moins fortement, on avait l'impression que ça y est, il y avait un apprentissage qui était très fort, la démocratie locale, les élections libres, la régionalisation, les institutions exécutives. Même certains pays sont arrivés à commencer à décentraliser, ce qui est quand même culturellement très difficile dans des pays qui ont été gérés de manière hyper centralisée pendant 50 ans. Le seul problème, c'est qu'on en reparlera si vous voulez dans le débat, la gestion politique et les modes de gouvernance locale ont eu un effet pervers, c'est au fur et à mesure la montée des nationalismes dans les espaces ruraux. C'est-à-dire qu'indirectement, il y a eu un effet pervers de cette... Alors, ce n'est pas l'effet pervers de la démocratie locale en tant que telle, qui est une bonne chose et qui est une nécessité, mais progressivement, les nationalismes vont commencer à se saisir des dispositifs démocratiques pour commencer à monter en puissance. C'est exactement le même mécanisme qu'on retrouve dans l'entre-deux-guerres, notamment dans les territoires allemands, dans les campagnes allemandes. Et d'ailleurs, la plupart des populismes d'Europe centrale viennent des campagnes. Et c'est à partir de l'espace rural que le nationalisme commence à augmenter. Le deuxième élément, l'européanisation des institutions. À part quelques exemples ou quelques cas particuliers, les pays intégrés dans l'Union européenne aujourd'hui ont des institutions qui sont conformes et qui sont dans les canons européens, c'est-à-dire des parlements, un système démocratique national et dans le meilleur des cas, une décentralisation, voire parfois une autonomisation qui est en train de se mettre en place. Et enfin, c'est la théorie, l'insertion dans le cadre du marché économique, du marché européen et de la libéralisation au niveau international, puisque maintenant, l'agriculture, l'économie, l'industrie de ces pays est véritablement rentrée dans un dispositif classique. Il n'y a plus de phase moratoire par rapport à l'Union européenne, c'est-à-dire l'agriculteur polonais ou l'agriculteur français, ils sont normalement, d'un point de vue du système économique, à égalité. Après, vous verrez, ils ne sont pas à égalité sur la manière de produire et la manière surtout de vendre. Par contre, on se rend compte que depuis 1990 et pire, depuis 2004, on a des effets de divergence qui étaient déjà importants et qui vont avoir tendance malheureusement à se creuser, ce qui est complètement antinomique, puisqu'on veut aller vers de la convergence économique, politique, culturelle, sociale, on le fait. L'objectif était d'avoir des structures spatiales, des territoires qui seraient de plus en plus conformes à ce qu'on a en Europe occidentale. Et donc on a finalement 4 points qui commencent à être un peu problématiques. Depuis 2004, on commence à se rendre compte que le développement rural, le développement des territoires se fait de manière très inégale dans les territoires. Je vais vous montrer des cartes. Et quand je dis très inégale, c'est-à-dire que vous avez des campagnes qui vont se rapprocher progressivement du modèle occidental, à une agriculture productive, etc. Vous verrez des cartes, mais par contre, plus difficilement, et c'est une nouveauté au sein de l'Union européenne, on a des campagnes qui ont décroché. Et on retrouve, vous verrez les cartes sont assez parlantes, on retrouve en Europe, dans certains pays, des espaces ruraux où commence à réapparaître une agriculture d'autosubsistance vivrière, notamment sur les frontières polonaises, à la frontière biélorusse, ukrainienne, etc. Donc on commence à avoir une forme d'agriculture que l'Union européenne n'a jamais gérée,
ou en tout cas c'était des formes vivrières qu'on trouve dans d'autres pays du monde, mais certaines pas en Union européenne. Et ça a été créé et ça commence à se développer massivement. Je vous montrerai, c'est ce qu'on appelle le repli paysan, c'est-à-dire un repli identitaire et économique sur des lopins de terre uniquement à finalité de consommation. Et le problème, c'est que ça nourrit le terreau des nationalismes, puisqu'en général, c'est les populations les plus pauvres, les plus stigmatisées, les minorités ethniques du pays dans lequel elles sont, qui vont en général se rétablir sur ces lopins vivriers. Deuxième élément, des structures spatiales encore très très spécifiques. Par exemple, en Europe centrale, il y a encore de l'industrie dans les espaces ruraux. Il y a des usines, il y a encore des systèmes manufacturiers de sous-traitance de grands groupes internationaux. Alors il y en a moins, parce que ceux qui sont arrivés dans les années 90, au moment où le niveau de vie a augmenté, ont commencé à partir plus à l'est. Mais il reste encore, notamment en République tchèque, ce qu'on appelle l'ouvrier paysan, c'est-à-dire des systèmes de double activité, des systèmes économiques que ne connaît pas véritablement l'Union européenne, et notamment des petits ateliers de fabrique. Un poids des héritages qui est plus ou moins lourd. Alors les poids des héritages, d'un point de vue économique, vous verrez, l'idée du communisme n'est jamais très loin dans la logique de l'organisation économique. Et s'il y a un élément qui est encore plus important, c'est finalement la question de l'autoritarisme des États qui est très fort. C'est-à-dire qu'on a affaire à des États où on a un héritage de l'histoire qui est très fort, les États ayant toujours peur que la décentralisation ou les réformes européennes ne mettent finalement en danger l'État lui-même. Il y a eu une négociation à un moment pour créer des autonomies régionales en Hongrie. Le gouvernement populiste de Viktor Orban a totalement refusé, de crainte que les territoires de minorité allemande ou les territoires de minorité croate puissent être autonomes dans leur propre pays. Donc il y a une espèce d'autoritarisme qui est très très fort et qui monte avec le populisme. Et enfin, un élément encore plus important, c'est encore aujourd'hui en 2018, ces territoires, ces campagnes-là, c'est quand même une certaine singularité agricole. Je vous donne juste un chiffre. Pologne plus Roumanie, deux seuls pays, c'est 70% des agriculteurs de l'Union européenne. C'est-à-dire 70% sur uniquement deux pays. Si je prends tous les agriculteurs des pays d'Europe centrale, des nouveaux pays d'Europe centrale, on frôle les 86% des agriculteurs de l'Union européenne. Autrement dit, vous avez un déséquilibre qui est très fort, des campagnes très agricoles socialement. Par contre, si on regarde la production agricole, le produit intérieur brut agricole et les exportations, ben on inverse les chiffres, c'est-à-dire que la quantité produite et la richesse produite est à 87% produite par les pays d'Europe occidentale. Donc il y a un décalage très fort entre une surcharge sociale de l'agriculture qui produit peu et une réalité économique qui va favoriser les territoires d'Europe occidentale que vous connaissez, marqués par la mécanisation, les machines et surtout un nombre d'agriculteurs qui est très très faible. Et d'ailleurs, cette question agricole et cette question démographique, là aussi c'est un peu bizarre puisque l'Union européenne, on a tendance à dire que les campagnes sont dépeuplées, alors qu'en Europe centrale, on a affaire à des densités démographiques dans les campagnes qui dépassent largement les 100 habitants au kilomètre carré. Si vous le rapportez aux densités françaises du Massif central où il y en a 7, vous voyez l'importance, la masse sociale qu'il y a. Alors juste sur la question de la singularité agricole, le problème qui s'est posé, c'est aujourd'hui, et c'est un gros problème de la politique européenne, comment je peux arriver à moderniser l'agriculture d'Europe centrale? Première étape, ou en tout cas première logique pour les gouvernements, faire baisser le nombre d'agriculteurs pour concentrer les terres sur des exploitations plus viables. Le seul problème, c'est que ça, c'est des logiques purement économiques. Sur la logique sociale, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des pays où il y a eu une baisse du nombre d'agriculteurs parce que les villes ont permis d'accueillir une nouvelle population parce qu'elle se développait. Mais dans la plupart des cas, ces populations sont restées sur leur espace. Et alors là, vous avez eu des pays plus ou moins brutaux, la Hongrie par exemple, ou même la Pologne. La Hongrie, pour arriver à faire partir ces populations, donc elle n'a exproprié personne, elle n'a expulsé personne, mais du jour au lendemain, notamment c'était en 2011, elle a décidé que toute personne qui avait moins de 3 hectares de terre n'avait plus le statut d'agriculteur, donc ne pouvait plus toucher aucune aide de l'Europe, l'aide sociale, c'est-à-dire plus aucune reconnaissance. L'idée était de pousser ces populations à vendre leurs terres pour permettre aux exploitations de grossir. Alors je vous montre très rapidement quelques cartes. Là, on est en 2016, vous avez le développement économique, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Plus c'est rouge, plus c'est pauvre. Plus c'est vert ou jaune, et voilà, mieux c'est dans les espaces ruraux, je parlais. Et donc vous retrouvez malgré tout une espèce
d'organisation qui est très simple. La plupart des pays d'Europe centrale ont un niveau de développement économique qui reste aujourd'hui en dessous pour près de 60% de la moyenne européenne. Donc des campagnes qui sont des campagnes très pauvres. Le seul pays, les deux seuls pays ou les deux seules régions qui finalement ont eu une transition qui a été peut-être mieux accompagnée, c'est l'Allemagne, les anciens Länder d'Allemagne de l'Est, mais parce que tout simplement leur intégration dans l'Union européenne s'est faite dès 1991, au moment de la réunification, c'est-à-dire très rapidement, et il y a eu énormément d'argent, et en plus, les campagnes est-allemandes n'avaient pas le problème agricole majeur, puisque c'était des campagnes plutôt industrielles que l'on avait. Et la République tchèque, parce que la République tchèque est le seul pays qui n'a pas démantelé les exploitations agricoles, les fermes d'État ou les coopératives, donc elle a des structures d'exploitation dont la taille moyenne est de 1500 hectares, c'est-à-dire c'est de l'agriculture d'entreprise. Autrement dit, c'est le seul pays aujourd'hui qui arrive presque à concurrencer l'Espagne et certains autres pays agricoles, parce que la structure est adaptée. Mais si vous regardez ces deux territoires, ils avaient pour eux d'être les deux territoires où les campagnes étaient les moins agricoles. C'était l'industrie automobile, Skoda par exemple, en République tchèque, c'était le berceau, vous savez, les Lada, les Skoda, elles venaient de République tchèque, tout ce qu'on avait dans l'Union soviétique. Et l'Allemagne avait les monts métallifères, c'était toute l'industrie du charbon et de l'acier que vous aviez dans ces territoires. Alors je vous montre une deuxième carte. Les agricultures en 2016, alors je m'étais amusé à faire, c'est assez amusant. Pour 100 hectares, c'est pas compliqué, il y a 3 fois plus d'agriculteurs en Europe centrale qu'en Europe occidentale. Ça, c'était en 2016, et d'après les dernières statistiques, c'est même encore pire, puisqu'on partirait quasiment à 4 agriculteurs pour 100 hectares, contre un seul agriculteur, même moins, en Europe occidentale. Donc c'est essentiellement le niveau social dont je vous parlais, mais surtout ici, les revenus, un revenu moyen qui serait à peu près de 20 000 euros par tête d'habitants, alors très disparate, parce qu'en France, il y en a beaucoup qui touchent moins de 300 euros par an, les agriculteurs, mais si on prend la proportion avec les grands céréaliers, ça fait une moyenne qui est à peu près de 20 000 euros. La même moyenne est à 3 700 euros maximum dans les pays où l'agriculture est la mieux développée d'Europe centrale. Donc on est quand même sur une situation qui est importante, et aujourd'hui, même si le chiffre baisse, il y a encore 14% de la population active en Europe centrale, tout pays, enfin, urbain compris, qui travaille dans l'agriculture. En France, on est à moins de, je crois que c'était 4,5 ou 3,5% au dernier recensement de l'INSEE. Donc vous voyez la difficulté, qui est une difficulté de gérer le social et l'économique avec des structures qui n'ont pas suivi. Et je vous donne juste une dernière carte, et après je vous montrerai ce que ça donne dans 2 ou 3 pays comme exemple. Là, vous avez les structures. Regardez, les moins de 5 hectares, c'est-à-dire le rouge, on reconnaît la plupart des pays, qui sont notamment les pays qui avaient mis en place de la décollectivisation en divisant les terres. Et on n'a jamais pu revenir sur des structures de grande taille. Par contre, regardez la République tchèque et la Slovaquie aujourd'hui, qui l'a mis un peu au forceps. On retrouve aujourd'hui des tailles d'exploitation qui sont conformes à ce qu'on pourrait avoir en Europe occidentale. Je ne dis pas que c'est la solution, mais en termes de quantité produite, ça permet en quelque sorte de faire des économies d'échelle sur des surfaces, des systèmes de concentration plus grands. Et aujourd'hui, le problème en Europe centrale, c'est qu'on n'arrive pas à créer des structures agricoles viables, parce que la question foncière est peut-être la question la plus problématique. Je vous donne juste l'exemple. Je travaille, moi, en grande partie sur mes territoires de recherche, c'est ici, dans le Baranya, donc la région de Meček-Videk et Zendoduna. Je vous montrerai quelques photos et cartes. La Silésie et ici la Lituanie. Le problème qu'on trouve dans ces territoires, c'est que au début, on croyait que si le développement économique allait bien se développer, les gens partiraient de leur terre pour aller travailler en ville. Et même à un moment, on disait la régulation, c'est aussi la mobilité internationale. Il y a eu beaucoup de migrants, le fameux plombier polonais qui partait travailler aux Pays-Bas. Le seul problème, c'est que comme on est sur des pays où il n'y avait pas de propriété privée, ces gens-là étaient propriétaires de leur terre, mais au lieu de la vendre comme un outil de travail, un outil de production, pour eux, la terre, c'est un patrimoine qu'ils n'ont jamais eu. Et donc, indirectement, ils partent, mais ils ne vendent pas les terres, ils ne les cèdent pas, ils ne les mettent même pas en fermage. C'est-à-dire que c'est le lopin de terre familial qu'ils ont récupéré ou qu'ils ont obtenu difficilement à partir de 1989. Et donc, vous avez une structure foncière qui est une structure totalement concrète et complètement fermée. Alors, juste rapidement, c'est juste pour vous montrer, vous avez du mal à le voir, c'est juste pour vous montrer la typologie plus précise en Hongrie. Ce qui est problématique en Hongrie, alors,
tout ce qui est avec des carreaux, etc., on va dire qu'on est sur des systèmes ruraux qui sont très proches de ce qu'on peut avoir en France. Par contre, ce qui commence à poser problème en Hongrie, c'est ce qui est gris clair. C'est tout ça. Ce sont les fameux territoires où on commence à voir apparaître de la précarité ou de la pauvreté rurale extrêmement forte. C'est ce qu'on appelle les territoires du repli paysan. Souvent des populations qui ont fait faillite ou qui ont connu une crise après avoir migré en ville, qui reviennent sur leur lopin de terre au moment où ils n'ont plus aucun espoir de pouvoir se développer ailleurs. Si vous regardez, la particularité, c'est qu'on va retrouver essentiellement les territoires les plus fragilisés qui en plus vont cumuler problèmes économiques par le retour de ces populations, mais également ça correspond très souvent d'ailleurs aux limites des territoires ethniques. C'est-à-dire que les minorités ethniques frontalières, vous allez retrouver ici les territoires qui vont cumuler à la fois de la crise économique, de la pauvreté, du retour paysan, et en même temps ce sont souvent des populations tziganes, des populations serbes ou croates. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même depuis près de 100 ans après la fin des grands empires, on retrouve ce qui avait été mis en place au moment des empires austro-hongrois, c'est que la plupart des territoires frontaliers étaient les territoires de relégation des minorités. Et vous retrouvez aujourd'hui, aux frontières de l'Europe, un système qui est un système de minorités qui est extrêmement fort. Je vous montre juste la République tchèque. La République tchèque, alors le problème ne se pose pas tout à fait la même chose. Vous avez ici les territoires de pauvreté qui sont ici. C'est la région de, je ne sais pas si vous connaissez, Ostrava, c'est la région de la Moravie. Quand on regarde historiquement, dans l'Empire austro-hongrois et dans le protectorat de Bohême, il y avait la Bohême c'est la partie centrale, et vous aviez ici toute la zone où on avait les populations soumises, notamment les populations de Moraves. Et donc du coup, on a retrouvé les premières populations qui se sont précarisées, qui sont revenues sur leurs terres, à part que c'est encore plus compliqué, puisque eux, ils ne reviennent pas sur leurs terres, puisqu'il n'y a pas de propriété privée, c'est essentiellement des entreprises agricoles avec du capital. Donc en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent quand même dans les anciennes habitations collectivisées, les maisons cubes là qu'on faisait, qui n'ont jamais disparu, et ils vont vivoter en réutilisant aujourd'hui des espaces interstitiels, des bords de route, et ils vont commencer progressivement à investir illégalement des espaces qui sont les espaces de l'agriculture classique. Par contre, regardez, là, cette zone qui est là, c'est une zone aujourd'hui où il y a très peu de précarité rurale, et tout simplement parce que c'est un territoire aujourd'hui qui est quasiment vide. Là, on est à 7 habitants au kilomètre carré, contrairement aux autres pays. C'est un territoire qui s'est vidé, c'est essentiellement les Sudètes, c'est-à-dire la région allemande, germanophone de République tchèque, qui avait été peuplée par des Mouraves pendant l'époque communiste. À la fin du communisme, les Mouraves sont rentrés chez eux. Pour la plupart, ils ont gardé leurs habitations dont ils sont devenus propriétaires, mais ils ne veulent pas rester dans la région. Et comme l'Union européenne avec la République tchèque se sont entendus pour un moratoire sur l'achat des terres, pour l'instant, les Allemands, les étrangers ne peuvent pas acheter ces terres-là. Donc on a une zone qui est une zone avec des villages morts, avec des zones aujourd'hui totalement en no man's land. Alors juste, je vous montre, c'est en comparaison, à l'échelle départementale, France, Espagne, Italie, ce rural qui commence à être un peu problématique et en termes de précarisation, vous l'avez, mais sur une autre forme dans les suds, notamment le sud de l'Italie, et on l'a de manière un peu partielle, alors moins puissant que ce qu'on a en Europe centrale. Par contre, je m'étais amusé à faire cette carte avec les mêmes types de données et de variables qu'en Europe centrale, et j'ai vu apparaître ici deux départements, l'Hérault et le Gard. Alors vous allez me dire, l'Hérault et le Gard, on n'est pas du tout dans la relégation qu'on a en Europe centrale, à part qu'on s'est rendu compte que là, sur les piémonts, sur les arrière-pays, on commence à avoir des populations qui ont migré dans les années 90, 2000, pour monter leur entreprise, leur ferme, leur petite ferme, etc., qui aujourd'hui sont soit en fin de droit, un système économique qui ne fonctionne pas et qui ne repartent pas. Et vous commencez à avoir des effets de précarisation de campagne, notamment sur les piémonts que vous retrouvez ici. Alors justement, très rapidement, quel est l'effet de ces politiques rurales ou comment on en est arrivé à une situation qui était une situation telle que je vous l'ai présentée? Alors je vais le faire très rapidement pour les politiques que l'on appelle les politiques classiques. C'est les politiques de l'Union européenne, dans le cas des fonds structurels, la politique agricole, vous allez voir. Et ensuite, vu qu'il y a eu un échec sur ces politiques-là, l'apprentissage des politiques de développement local. Si on n'arrive pas à faire développer les campagnes avec un système du haut vers le bas, peut-être qu'on va arriver à les faire émerger et à se développer en laissant des libertés aux territoires ruraux pour se développer. Alors les politiques classiques, alors effectivement, on a des politiques structurelles qui continuent, même si l'Union européenne a fermé un peu les vannes. Donc les politiques structurelles, c'est équiper les territoires à l'infrastructure autoroutière, routière, réseau d'assainissement,
captage, irrigation, donc tout ce qui concerne l'équipement brut, même si on regarde les ratios de 2004 à 2010, l'investissement qui a été mis en place par l'Union européenne pour ces équipements, finalement, s'est soldé par un développement territorial qui reste très faible. Ce n'est pas le tuyau ou l'autoroute qui a permis de développer les territoires. Et donc là, l'Union européenne commence à baisser toutes ces politiques structurelles, d'autant que depuis 2007, il y a la Roumanie et la Bulgarie qui sont encore plus pauvres. Et là, depuis l'intégration de la Croatie, les fonds ont tendance à aller dans les territoires les moins équipés. Deuxième élément, des politiques agricoles qui étaient des politiques, la même politique qu'en France, de soutien à la production et aux exploitations, qui ont des conséquences économiques et surtout sociales dramatiques. Premier élément, toutes les politiques qui avaient été mises en place pour l'achat du foncier, c'est-à-dire l'État avait reçu une enveloppe pour faire de la réforme foncière, concrètement a eu un effet qui est un effet exactement inverse. Au lieu de pouvoir arriver à faire partir les gens pour concentrer les terres sur des exploitations plus grandes, l'idée était d'arriver à une moyenne autour de 60-70 hectares en moyenne. C'est le standard de l'agriculture familiale européenne au sens large. On se rend compte que ça n'a pas été le cas, on n'y est pas arrivé, mais même pire encore, puisque l'ensemble des politiques qui avaient été mises en place pour la concentration des terres, notamment dans les pays, je dirais, les plus radicaux, comme la Hongrie ou la Pologne, où il y a les nationalismes très forts, a eu pour effet de précariser, de stigmatiser les populations qui ne voulaient pas vendre leurs terres, et en même temps est le berceau du nationalisme. Les partis populistes polonais, c'est le parti des Sans-Terre, des frères Kaczynski par exemple. Le deuxième élément, une marginalisation des exploitations agricoles, puisque si on n'arrive pas à les moderniser et à concentrer les terres, dans l'économie de marché, au milieu des requins, ces exploitations ne sont pas du tout viables. Je vous donne juste un exemple en termes de prix. Si je prends le prix du quinto de carottes, entre la Pologne et la France, c'est du simple au quintuple. C'est-à-dire que la carotte polonaise coûte 5 à 10 fois plus cher que la carotte française. Parce que là où il y a une personne pour en faire, vous en avez 30 qui l'en font en Pologne pour la même production, avec des rendements qui sont très faibles. Autre élément, une résistance de la petite agriculture familiale dans ce qu'on appelle le repli paysan, c'est-à-dire que lorsque le système économique laisse de plus en plus sur le côté une partie de la population rurale, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se replie sur ses terres et progressivement, elle va créer une agriculture d'autosubsistance qui elle-même va bloquer toute réforme foncière pour la modernisation agricole. Donc c'est un système finalement où on n'arrive pas à faire partie des petits agriculteurs, ils reviennent sur leurs terres, en même temps on ne peut pas moderniser les exploitations agricoles, et donc c'est un système qui a du mal à fonctionner. Juste pour vous montrer ce qu'on avait fait pour le cadre de la Pologne, ces territoires qui sont aujourd'hui les territoires les plus problématiques, vous avez ici en Silésie, et le territoire le plus pauvre aujourd'hui de l'Union européenne, c'est ici, le territoire de la région de Poméranie, qui est un des territoires ruraux aujourd'hui les plus pauvres. Et si on regarde bien là ou là, ce sont les territoires, en plus d'avoir du repli de paysans, on a un renforcement des minorités ethniques, parce que ceux qui viennent, ici vous allez retrouver essentiellement des Slovaques, des Biélorusses et des Ukrainiens, et ici vous allez retrouver des Russes, des populations d'origine russe. Donc vous êtes en train de recréer des disparités sociales et des disparités économiques sur une base qui est une base ethnique. Alors du coup, pour terminer, vu ces échecs, l'Union européenne va essayer de mettre en place un nouveau dispositif, alors qui n'est pas propre à l'Europe centrale, qui est un dispositif qui avait été expérimenté chez nous, en Europe occidentale, c'est les politiques dites de développement local rural. C'est-à-dire que si les systèmes politiques venant d'en haut ont des effets pervers inattendus par rapport à ce que l'on voulait, on essaie de dire peut-être qu'on va essayer d'inverser, et au lieu de mettre de l'argent dans du structurel, dans de l'équipement, on va essayer plutôt de le donner en termes d'ingénierie, de méthodes de travail pour les populations locales, pour qu'elles montent elles-mêmes leurs propres projets innovants, qui ne sont pas forcément que de l'agriculture, ça peut être du tourisme, etc. Alors, ce modèle, c'est le modèle leader. Je ne vais pas rentrer dans les détails, le modèle leader, c'était le 4e objectif du second pilier de la politique agricole commune. La particularité du programme leader, c'est que l'Europe et les États ne financent pas les projets, ils vont aider les porteurs de projets à monter leurs projets qu'ils vont financer, c'est-à-dire passer d'une logique tout simplement de guichet à une logique de projet. C'est le projet qu'on finance. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on aura de l'argent. Si on veut avoir de l'argent et qu'on est pauvre, il faut en plus montrer qu'on est capable de monter des projets.
Alors la particularité, c'est un modèle qui est né dans l'Ouest. Donc le programme Leader, c'est une espèce de mélange entre des premiers programmes que l'on avait en France, notamment en Bretagne, autour du pays de Méné. C'est les contrats qui étaient signés, c'est des associations qui avaient signé des contrats avec les régions et avec l'État. Et c'est un mélange avec le même modèle, qui est à peu près identique, qui existait en Irlande. Et donc l'Union européenne s'est servie de ces modèles qui étaient plus ou moins peu ou pas encadrés. En France, il n'y avait pas d'encadrement, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez pour certains, c'est ce qu'on appelait parfois les chartes intercommunales. C'est-à-dire qu'une commune ou une intercommunalité pouvait mettre de l'argent et aller chercher des porteurs de projets et pouvait financer des projets, par exemple, parce qu'ils les trouvaient intéressants. Et donc la particularité, un modèle ouest européen qui veut être une démarche innovante, mais qui demande finalement un apprentissage d'un nouveau mode d'action publique, c'est-à-dire qu'on veut imposer à ces pays de ne pas être dans une situation d'attente. L'argent vient de l'Europe et on attend que l'Europe investisse. Comme à chaque fois, on a le même discours. Le problème, c'est l'Europe, ils ne nous donnent pas assez d'argent. Donc on a le même discours qui revient à chaque fois. Et l'idée, c'est de redonner à ces pays un modèle de gouvernance et de système économique qui partirait plutôt de « j'ai des projets, je vais me débrouiller pour les faire financer ». En termes de conception, c'est très différent. Et si vous regardez, c'est à 1000 lieues du communisme. Le communisme, il est dans un modèle presque l'Union européenne faisait la même chose que faisait le communisme, c'est-à-dire une espèce de modèle paternaliste qui donne de l'argent en fonction des besoins ou du niveau de développement. Et donc, du coup, l'idée, c'est de mettre en place ce dispositif en partant du principe que si on laisse à ces territoires locaux le choix de monter des projets, c'est que indirectement, ils pensent que les projets sont les meilleurs pour leur propre territoire. Alors je vais vous montrer, alors je ne vais pas rentrer là, c'était sur le développement local, alors juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc il y a l'Union européenne qui a une enveloppe, c'est une enveloppe du FEADER, qui ne rentre pas dans la politique agricole commune classique. Et on ne va pas financer des exportations, on ne va pas financer de la production, mais on va mettre en place une enveloppe, et cette enveloppe a pour objectif de stimuler l'innovation locale et les projets locaux. En France, ça existe, le programme Leader. Bon, en France, c'est à peine 3% du budget total du développement rural. Mais parce qu'en France, il y a d'autres dispositifs, il y a de l'argent. Vous imaginez qu'en Europe centrale, dans les communes, c'est parfois la seule source de financement pour faire des projets. Il n'y en a pas d'autres, notamment dans les campagnes les plus pauvres. Donc l'Union européenne définit une stratégie. Donc là, en ce moment, on a la stratégie 2014-2020, qui est la stratégie de développement rural des campagnes européennes. Elle va mettre des objectifs, donc aujourd'hui je crois qu'il y a 4 objectifs: diversifier l'économie rurale, développer les filières agricoles dites de qualité, équiper les territoires, voilà, il y a un certain nombre d'objectifs. À partir de là, l'Union européenne va donc demander à chaque pays de l'Union d'écrire, à partir du règlement européen, sa propre stratégie nationale. Donc les 27 pays de l'Union européenne ont tous un document qui est leur règlement de développement rural, qui est ce que demande l'Europe et qui est adapté à leur contexte. Donc l'Europe, elle dit, l'Europe, elle donne il y a une espèce de menu de mesures, et chaque pays, la France s'appelle le programme de développement rural hexagonal. La Hongrie s'appelle le programme de développement rural Nouvelle-Hongrie. Voilà, donc chacun le fait, et la différence, c'est que chaque pays va essayer de chercher l'axe de développement qui serait le plus intéressant pour lui, parce qu'on part du principe qu'on ne pourra pas avoir un développement homogène. Et ensuite, lorsque le pays a mis en place ce développement-là, chaque territoire local, les gens dans les communes, dans les territoires, vont avoir 4 ans, 5 ans pour s'organiser. Donc ils vont créer un territoire que l'on appelle un groupe d'action locale, qui est un territoire sous forme d'une association en général, vont monter une stratégie locale de développement. Voilà, on aimerait développer le tourisme dans la vallée du Danube, on aimerait relancer une agriculture plutôt familiale, de proximité, donc il y a un certain nombre de projets. Et ensuite, ces territoires-là vont sélectionner des porteurs de projets, et en fonction de la qualité des projets, ils pourront se faire financer par l'État et par l'Union européenne. Donc c'est un système qui est un système du haut vers le bas. Alors, en théorie, c'est très bien, puisque on est bien dans cette idée de redonner de l'autonomie, de la stimulation en termes de développement local. La particularité de ce dispositif, si vous regardez, c'est d'essayer de faire que les États, les institutions soient le moins présents possible. Elles ne font que gérer des fonds européens, mais laisser l'ingénierie, le territoire, etc. aux gens du territoire local. Alors, si on regarde au niveau de l'Union européenne,
Donc c'est les objectifs du développement rural, donc là c'était 2007-2013. Ben, vous vous rendez compte que quand on est en France, alors c'est hors politique agricole, hein. Quand on est en France, faire du développement rural aujourd'hui, la plupart des stratégies locales, on va financer des projets qui sont plutôt liés à la diversification de l'économie, le tourisme, l'agriculture dite de labellisation, donc il y a des projets de ce type-là. Donc c'est les pays en rose, on voit que certains pays sont vraiment dans le même modèle de la France. De toute façon, c'est des pays où l'agriculture d'un point de vue social est très faible, il y a très peu d'agriculteurs. Vous avez en vert les pays qui aujourd'hui ont fait le virage du développement rural autour des questions environnementales. Et là, vous retrouvez les pays à tradition plutôt scandinave, auxquels on va rajouter l'Autriche et la Slovénie, qui sont des pays qui misent sur l'environnement naturel, les écosystèmes, la montagne, etc., pour développer leur territoire, par le tourisme, par le développement de nouvelles ressources, etc. Donc là, c'est logique. Après, vous avez deux pays où leur stratégie, elle est clairement développer le tourisme. On ne financera des projets qui ne touchent qu'au tourisme. La Grèce et la Finlande avec les projets plutôt autour de la région des lacs et tout ce qui touche au tourisme de nature. Par contre, si vous regardez, tous les pays d'Europe centrale ont toujours le même bloc, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire éclater ce bloc. Pour eux, faire du développement rural, c'est améliorer le cadre de vie, c'est-à-dire créer des équipements, des maisons de retraite, des routes, de l'assainissement. C'est-à-dire on continue dans le même problème ou la même problématique du rattrapage, du sous-équipement et de la pauvreté. Alors si je vous remontre une deuxième carte, la gestion du programme, normalement, pour vous montrer les héritages, normalement le programme il est totalement décentralisé. Il y a une liberté locale, les gens doivent être capables de monter eux-mêmes leur stratégie. On peut les aider, mais il n'y a pas normalement d'intervention de l'État sur le territoire. Alors si vous regardez, vous avez là aussi trois types de pays. Vous avez les pays en bleu clair, où effectivement il n'y a aucune contrainte d'État. On laisse les gens monter leur projet. En bleu plus foncé, dont fait partie la France, on les laisse faire ce qu'ils veulent, mais en même temps, on les contrôle. Alors en France, pour ceux qui connaissent, le développement local, ça se contractualise par les contrats de projet État-région. Donc il y a quand même un contrôle des institutions supérieures. Si vous regardez les pays de l'Est, notamment ceux qui n'avaient pas du tout de propriété privée, là, faire du développement local, c'est être dans le bon parti politique et surtout de respecter une règle qui est une règle extrêmement centralisée. Autrement dit, lorsque quelqu'un ici veut monter une ferme auberge, en France, il faut qu'il aille voir le conseil départemental pour récupérer de l'argent européen. Là, il faut qu'il ait l'accord de l'État, c'est-à-dire un système qui est un système extrêmement pyramidal. Alors, je vais passer le cas très rapidement, cette carte-là, c'est le carte de synthèse. C'est pour vous montrer que vous avez quand même un héritage du communisme qui est quand même très fort. L'État veut être au courant de tout et l'État gère l'ensemble des dispositifs. Et alors, juste pour terminer, je vais vous montrer juste quelques exemples. Alors, on a fait des études monographiques pour aller voir dans les terrains, dans l'espace rural, ce que ça donnait concrètement en termes de porteurs de projets, qui sont-ils, est-ce qu'il y a du développement. Et là, je vous ai mis, on avait 17 observatoires sur l'ensemble de l'Union européenne. Alors, je vous ai mis là, ça c'est 2 territoires français. Ça c'est le territoire Cœur d'Hérault aux portes de Montpellier, une association qui fait du développement économique local. Ça c'est le GAL Gévaudan-Lozère dans le Massif central. Ça c'est un territoire, un groupe d'action locale qu'on a suivi à Valencia en Espagne, dans la basse plaine de Valencia. Et ça c'est mon territoire hongrois. Alors jusque-là, c'est exactement la même procédure. À l'origine, les périmètres de ces associations, de ces territoires sont laissés librement aux gens de leur territoire. C'est-à-dire que chacun est capable d'aller travailler avec un autre pour définir un périmètre. En France, il y a juste la réglementation qui dit qu'il faut qu'il y ait au minimum 60 000 habitants et qu'il ne doit pas y avoir d'enclave. Sinon, normalement, il y a une liberté absolue pour faire les périmètres. En Espagne, exactement pareil. Si je vous prends le cas de la Hongrie, c'est que les périmètres, donc ça c'est le territoire de projet, c'est mon territoire de développement local. Le territoire de développement local, l'État a forcé à regrouper 2 micro-régions institutionnelles pour le créer. Comme si le maillage institutionnel était le maillage le plus adapté pour faire du développement rural, alors que les gens qui sont ici et ici ne se connaissent même pas. Donc il y a une volonté de le centraliser, et pire encore, on se demandait pourquoi ils avaient associé ces 2 micro-régions pour faire un même territoire de projet, et parce que tout simplement, là-dedans, il y a un seul député qui est sa circonscription électorale. Donc lui-même pouvait contrôler les projets qui étaient menés. Alors, pour vous montrer les travers de cette politique, ça c'est encore plus amusant,
Chaque association doit avoir un conseil d'administration qui va gérer les porteurs de projets, etc. Et la réglementation européenne, elle est très simple. Pour initier le développement local et la démocratie, on va obliger à ce que dans le conseil d'administration de ces territoires qui vont gérer des projets agricoles, industriels, ce que vous voulez, il y ait des représentants de la société civile, des institutions et des entreprises. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la pluralité des gens. Donc normalement, c'est ce qu'on appelle la règle des un tiers, un tiers, un tiers. Si je prends mon GAL, qui est le GAL Zengoduna, par exemple, en Hongrie, 60 membres sont réservés pour les conseils. C'est important ça, parce que c'est les conseils qui vont décider, qui vont sélectionner les projets que l'on peut financer par le cadre de l'Union européenne. C'est quand même de l'argent derrière. Donc normalement, il y a 60 publics, 76 qui représentent le monde de l'association au sens large, et 77 qui représentaient le monde des entreprises. Ça, c'est le prescrit. Si vous faites ça, vous vous rendez compte que le secteur public, il est presque minoritaire, enfin, il est même minoritaire, alors qu'on est dans un pays très centralisé. Alors qu'est-ce qu'on voit fleurir aujourd'hui? On voit fleurir ce qu'on appelle les représentations officieuses. C'est la même chose en France, mais c'est peut-être moins marqué. C'est que automatiquement, vous avez des professionnels, des élus par exemple, qui ne pourraient pas siéger parce qu'on a dépassé le quota, qui vont créer une association complètement bidon et qui vont siéger dans le territoire au nom d'une association. Autrement dit, vous aviez normalement 60 élus prévus, en réalité il y en a 91. C'est-à-dire qu'indirectement, vous avez une espèce de bricolage institutionnel pour rentrer dans les canons de l'Union européenne et en quelque sorte pouvoir bénéficier des fonds européens parce qu'on respecte la règle et la norme. Donc c'est un problème qui est un problème majeur puisqu'on s'est rendu compte, notamment en Pologne, que le développement local, il est extrêmement phagocyté par les institutions et les collectivités. Alors je vais vous montrer très rapidement, et je vais terminer là-dessus, le développement local. Pour qu'il y ait, dans la théorie du développement local à l'intérieur de l'Union européenne, pour qu'il y ait du développement local, il faut que les gens sur un même territoire se connaissent, mettent en place des projets qui sont des projets transversaux, et qu'il y ait de l'émulation au niveau des projets. Alors là, je m'étais aventuré un peu dans la sociologie structurale, et j'étais allé interroger, donc on avait fait ça sur 17 territoires de projets, la totalité des membres des associations qui géraient ces programmes européens de développement local. Et là, j'avais posé des questions très simples, c'est est-ce que vous connaissez, j'avais une liste, et je demandais aux gens sur la liste qui sont les personnes que vous connaissez. Normalement, s'il y a du développement local, tout le monde doit se connaître dans le territoire et on doit savoir le projet de l'autre pour essayer de faire des projets de plus grande envergure. Donc, qui connaissez-vous, avec qui souhaitez-vous travailler, bon, peu importe. Et on s'est rendu compte que, je vais vous montrer la carte de synthèse. Regardez, non, peut-être pas la carte de synthèse, celle-là elle est plus parlante. Là, c'était le GAL français de Cœur d'Hérault. Les ronds correspondent, les couleurs correspondent à leur représentation, si c'est des institutionnels, si c'est des chefs d'entreprise ou c'est des membres d'associations. Donc normalement, ça doit être équilibré. Et ensuite, les flèches qu'il y a entre eux, c'est je connais un tel ou je connais pas. Et le nombre, la taille des cercles proportionnels, c'est la capacité à être connu par les autres, donc à être un leader sur le territoire. Dans le cas du développement local, normalement, tous les gens doivent se connaître et on doit avoir ce qu'on appelle un graphe, qui est un graphe intense en termes de relations. Et plus il y a des relations entre les personnes, plus il y a la capacité d'avoir de l'ingénierie, de faire de l'apprentissage et de monter des projets. Donc ça, c'est le modèle qui fonctionne à peu près. Je ne vais pas passer sur les autres modèles. Alors si je pourrais prendre le cas espagnol. Le cas espagnol, ça marche bien. Il y a bien des relations, beaucoup de cercles de grosse taille. Par contre, on se rend compte qu'en Espagne, où il y a beaucoup d'agriculteurs, ben, ce sont les agriculteurs qui vont commencer à capter l'argent européen. Et donc, indirectement, l'économie agricole a tendance à organiser un réseau autour des copinages agricoles. Par contre, si vous regardez, c'est le cas hongrois. Regardez le cas hongrois. Il y a un individu que tout le monde connaît, et puis deux petits points ici, et tout le reste, ce sont des gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'indirectement, ils sont venus dans l'association parce qu'on avait besoin d'eux, non pas pour leur intérêt à monter des projets, mais parce qu'il fallait des gens pour remplir les cases des gens qui devaient être dans les projets. Et donc, du coup, ça vous fait un sociogramme qui est un sociogramme de synthèse qui est très simple, regardez-le. C'est un leader, et c'est plein de gens qui suivent une seule personne. Ça, en sociologie structurale, c'est exactement le même modèle du système communiste tel qu'on l'avait auparavant, c'est-à-dire le chef de l'exploitation, du kolkhoz, du sovkhoz, et l'ensemble des agents qui travaillaient pour eux. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'indirectement, ce sont souvent des anciens élus, qui sont des anciens cadres du parti, qui ont changé d'étiquette politique au moment du changement de système, qui, grâce à l'Union européenne, sont en train de reconstituer
des territoires extrêmement centralisés avec les projets qui sont leurs propres projets. Alors c'était assez amusant, du coup, avec la grille là qu'on avait mis en place, à chaque fois on essayait de comprendre pourquoi il y a un cercle gros là, etc. Et donc on se posait la question de savoir pourquoi il y avait quand même quelqu'un qui était d'une association. Et ici, donc là on avait compris, c'est le député maire. Et là on se demandait, mais qui c'est cette personne-là? Puis après on s'est rendu compte que c'était la belle-fille du maire. C'est-à-dire qu'on arrive dans un système qui est à la fin un système clientéliste. Alors je termine juste pour vous montrer une carte. Voilà, cette carte-là. Finalement, c'est l'argent de l'Union européenne avec les projets qui sont financés. Et ce qui est assez amusant, si vous regardez, dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment de logique entre l'architecture du réseau et l'endroit où il y a des projets. Donc on suppose que les gens ne travaillent pas pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt du développement de leur territoire. Regardez le cas hongrois. Le maire, sa belle-fille, et ici c'est l'ancien député. Et donc indirectement, vous avez un système qui est un système à la fois clientéliste, je capte l'Europe, l'argent de l'Europe sur des projets de mon territoire, et en même temps hérité du système communiste, et on commence à le voir partout en Europe centrale, ce qu'on appelle l'égalitarisme, on va donner une petite miette d'argent à tout le monde, c'est-à-dire indirectement le modèle qui était le modèle du guichet. On vous donne de l'argent pour arriver dans un système qui est un système extrêmement égalitariste. Alors juste pour conclure sur ce travail, c'est un travail qui est en cours. Donc là maintenant l'idée, nous ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est justement de voir en quoi le développement local, qui aujourd'hui, si vous écoutez les discours de l'Union européenne, c'est la future politique globale de l'Union européenne. C'est-à-dire au fur et à mesure, on diminue ces politiques de guichets très lourdes, structurelles qui coûtent de l'argent, et de plus en plus on veut développer des projets de développement qui sont des projets qui viendraient de la base, en partant du principe qu'on pourrait mobiliser tous les gens sur le territoire. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est une des hypothèses qu'on est en train d'essayer de voir avec les collègues, c'est que finalement, par le prisme des politiques européennes, on est en train de voir réapparaître les anciens maillages qui avaient été structurés pendant l'époque communiste, notamment en Hongrie, les Jarash, mais encore pire, je ne voulais pas montrer là, parce que je n'ai pas montré l'exemple, lorsqu'on travaille sur les mêmes projets, les mêmes problématiques, la même méthodologie en Lituanie, on voit réapparaître à millimètre près, lorsqu'on fait de la cartographie, les limites des anciennes coopératives des kolkhozes ou des sovkhozes. C'est-à-dire que la réminiscence des systèmes qui étaient les systèmes traditionnels a tendance finalement à se développer. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que finalement dans cette situation, la démocratie locale est en train vraiment de s'installer ou est-ce qu'on n'est pas en train là aussi d'avoir un échec comme on a pu l'avoir par les politiques structurelles? Voilà, je vous remercie, j'étais un peu rapide parce que c'est assez long.